Nous sommes le dimanche 27 juin 2010. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial de questions internationales. Hier, c'était le 26 juin, la date de la création des Nations Unies. En cette occasion, et également qui fait l'an 1 de questions internationales, nous allons avoir un programme spécial. Nous allons avoir l'opinion de bien des diplomates sur la création de l'ONU, puisque vous savez, le 26 juin 1945, l'ONU était créée. Nous allons revoir 65 ans après ce qu'il en est. Vous aurez beaucoup de surprises au cours de cette émission et également des opinions sur l'an 1 de questions internationales. Les Nations Unies sont la seule instance où les nations peuvent se rencontrer et tenter de résoudre leurs disputes. Ces propos du secrétaire général de l'ONU, le Sud-Coréen Ban Ki-moon, s'inscrivent dans le cadre du 65e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale, un certain 26 juin 1945. Une occasion pour revenir sur les grands défis qui se dressent sur son chemin, notamment en termes d'objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, également en termes de préservation de la paix et de la sécurité internationale. On se rappelle, comme si c'était hier, de l'euphorie générale qui s'est emparée du système des Nations Unies au passage à l'an 2000. Il était question non seulement de refondre l'ONU, mais encore et surtout d'amener les plus riches à venir en aide aux pays en développement. D'un côté, il s'agit concrètement d'établir les bases d'un nouvel ordre mondial où les Nations Unies vont désormais prendre des décisions courageuses en matière de réforme du Conseil de sécurité, de règlement des conflits mondiaux, de lutte contre le réchauffement climatique et contre la prolifération nucléaire. De l'autre côté, les grandes nations du monde ont promis mettre la main à la pâte pour que d'ici à 2015 soit réduit de moitié le nombre de personnes qui subissent les affres de la pauvreté, de la famine et des maladies, le nombre de femmes qui meurent en voulant donner la vie et les enfants qui passent de vie à trépas avant que d'avoir 5 ans. Décupler par contre le nombre de personnes qui ont accès à une éducation digne du nom, à un emploi décent, à un toit et à un environnement durable, sans oublier la notion genre, la promotion de l'égalité homme-femme. À 5 ans de l'échéance 2015 et à la veille de l'anniversaire de la création des Nations Unies, on peut se rendre à l'évidence de ce que l'ONU a encore du pain sur la planche. D'une part, et comme le souligne à raison Ban Ki-moon, de grands progrès ont été accomplis sur un certain nombre d'entre les OMD. Au jour d'aujourd'hui, les personnes qui vivent dans une extrême pauvreté sont passées de 46% en 1990 à 27% en 2005. Le nombre d'enfants des pays en développement ayant accès à l'enseignement primaire est d'environ 89%. En 90, il est établi que 12,5 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année. Depuis 2008, ils avoisinent les 8,8 millions. Des chiffres qui font cependant pâlir les plus exigeants, mais qui constituent une avancée quand même dans la marche du monde, s'il n'était pas utile de préciser que la crise économique mondiale vient comme pour plomber les efforts de la communauté internationale dans ces différents domaines, surtout qu'elle vient s'ajouter à une crise alimentaire patente. Et un peu à cause de cela, d'autre part, et c'est là où le bas blesse le plus, en matière de protection de la mer, de lutte contre la famine et de l'accès de tous dans un environnement sain, les résultats sont on ne peut plus dramatiques. Depuis 2009, le monde a atteint le seuil fatidique du milliard d'affamés. La moitié des populations les plus pauvres du monde, évaluées à environ 2,6 milliards d'âmes, n'ont ni toilettes ni latrines. Concernant précisément les autres questions internationales que sont les conflits mondiaux, la réforme du système des Nations Unies, la lutte contre le terrorisme international, le réchauffement climatique et la prolifération nucléaire, lors de son séjour de 72 heures au Bénin, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a reconnu à la fois la nécessité d'aller plus loin pour la paix et la difficulté qui est celle de son institution d'amener les uns et les autres à faire le pas vers un monde plus juste, à cause de la souveraineté des États. De toutes les façons, s'il est vrai qu'il faut créer l'ONU, si elle n'existait pas, il n'en demeure pas moins vrai qu'aux yeux des plus pauvres de la planète,
Elle est une caisse de résonance des plus riches. Les Nations Unies, le général de Gaulle en parlait comme d'un machin. Vrai ou faux, à chacun son commentaire. Il y a quelques jours, le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence M. Ban Ki-moon, était au Bénin. À cette occasion, à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganty, il y a eu un point de presse. Nous y revenons à présent. Reform of the United Nations to make this. La réforme des Nations Unies est une question clé. J'en ai parlé d'ailleurs avec le président Boni Yayi, qui lui aussi est d'accord qu'il faut procéder à ce changement. Il faut surtout que les membres trouvent une formule où l'Afrique soit comprise comme une partie représentée dans les Nations Unies, et c'est un message d'ailleurs que le président Boni Yayi a envoyé comme un des grands leaders du continent africain. Les membres des Nations Unies doivent trouver une formule et ils ont déjà entamé des négociations à cet égard, afin de refléter les aspirations et les besoins dans le changement. J'espère très sincèrement que les États membres trouveront cette formule, trouveront un accord pour refléter une Afrique démocratique au sein des Nations Unies, et en tant que secrétaire général, je ferai de mon mieux pour atteindre cette fin. À propos du changement climatique, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec votre président Boni Yayi, même lorsque nous étions en train d'attendre dans le salon des VIP, nous en avons parlé. J'apprécie énormément l'engagement de votre président en ce qui concerne le changement climatique. Il s'agit d'un défi pour l'humanité tout entière et pour l'Afrique tout particulièrement, qui subissent les conséquences les plus néfastes de ce phénomène sans en avoir été la cause. Ainsi, les pays industrialisés ont une responsabilité morale et politique de fournir d'assistance technique et financière pour aider tous les pays, mais en particulier les pays du continent africain, à faire face à ce défi. Moi, je fais de mon mieux, je travaille très dur pour avoir 30 milliards de dollars consacrés à cette assistance technique et financière pour l'an 2012, 30 milliards, et j'œuvre afin d'avoir un engagement de 100 milliards de dollars par an d'ici l'année 2020 pour aider les pays à faire face aux problèmes de changement climatique et atténuer les conséquences. Depuis une année déjà, nous avons parlé à Copenhague, aux accords de Copenhague, nous avons pris beaucoup de décisions pour faire face à ce problème. Un exemple serait les limites de l'augmentation de la température. Il faut contenir l'augmentation de la température à un niveau de d'ici 2 degrés Celsius, pas plus de 2 degrés Celsius, afin de pouvoir parvenir aux objectifs établis pour le changement climatique. Ceci veut dire que les pays industrialisés doivent faire un effort particulièrement ambitieux lorsqu'il s'agit d'établir leurs propres cibles en termes de température. Et vous avez mon appui constant. Je pense que tout est établi pour pouvoir réussir à Cancun en novembre lors de la prochaine conférence sur le changement climatique. J'appuie entièrement les efforts de votre président Boni Yayi pour faire face à ce défi, ainsi que tous les leaders du continent africain. Vous venez de suivre, chers téléspectateurs de Questions internationales, la réaction du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à l'occasion de sa visite au Bénin et surtout lors de son point de presse à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganty. Mais il n'y a pas que le secrétaire général des Nations Unies qui a réagi à cette occasion. Il y avait également le président de la République du Bénin, Dr Boni Yayi. Nous allons suivre sa réaction sur le système des Nations Unies. Sur le plan de la gouvernance mondiale, nous avons échangé sur le positionnement du continent africain dans les institutions internationales. Je lui ai fait part au nom de mes collègues, au nom de mes pairs, en lui disant que c'est une question fondamentale pour nous. Et j'en ai profité pour le dire d'ailleurs
que le président Sarkozy, qui a présidé le sommet France-Afrique à Nice, a su nous rassurer. Et nous voudrions lui dire que nous félicitons le président Sarkozy parce qu'il s'est investi sur cette question-là. À côté de lui, joue le rôle de leadership, au même titre que les autres chefs d'État, pour que l'Afrique soit à part entière membre de toutes les institutions, que ce soit le Conseil de sécurité, en termes de pays membres permanents du Conseil de sécurité, que ce soit au niveau du G8, que ce soit au niveau des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qu'on revoie tout ça. Je lui ai dit cela. Le second point, les questions liées au climat, d'abord la sécurité, la paix, que nos frontières soient les frontières de développement. Et enfin, les questions liées au changement climatique, c'est-à-dire les conséquences liées au changement climatique, qu'il faut que nous sommes décidés à travailler à la renaissance de notre agriculture. Il se pose à nous des problèmes d'adaptation au changement climatique. Et nous a rassuré que le sommet de Copenhague qui a eu lieu, eh bien ce sommet-là, en tout cas je lui ai dit, le Bénin a adhéré, parce qu'il nous a dit qu'il faut adhérer d'abord. Nous adhérons puisqu'il s'investit dedans. Nous avons adhéré et nous le félicitons pour ce qu'il fait. Les engagements qui ont été pris sur les 3 années à venir, on lui demande de se battre pour que ces engagements soient respectés. Et enfin, naturellement, la 4e année, les 100 milliards par an qui seront donnés. Donc voilà, mes chers amis, l'essentiel du message ou du contenu des discussions que nous avons eues. Une fois de plus, j'ai voulu, au nom de mon pays, dire merci au secrétaire général et prier, lui dire que le Bénin est en union de prière avec la communauté internationale pour que Dieu lui donne longue vie à lui, à sa famille, pour qu'il continue ce combat, pour que notre monde soit mieux gouverné pour le bonheur de nos peuples. Vous venez de le constater, très chers téléspectateurs, que ce soit le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, que ce soit le chef de l'État du Bénin, Dr Boni Yayi, tout le monde est d'accord pour dire que les Nations Unies, si elles n'existaient pas, il faudra les recréer, mais en même temps, les Nations Unies ont besoin d'être réformées, que ce soit le système des Nations Unies dans son ensemble, que ce soit plus particulièrement le Conseil de sécurité de l'ONU. Nous allons voir ce que les diplomates accrédités au Bénin et des personnalités béninoises pensent du 65e anniversaire de la création des Nations Unies. Nous partons tout de suite. Merci beaucoup, M. Adjovi, de me poser cette question. C'est une question, bien sûr, assez vaste. Mais ce qui est clair est que les Nations Unies jouent un rôle extrêmement important. Et en même temps, c'est également clair qu'il faut encore renforcer ce rôle. Parce que, donc c'est bien évident que les Nations Unies sont créées, comme vous venez de le dire, il y a 65 années, donc dans un contexte mondial tout à fait différent du contexte où nous vivons maintenant. C'était vraiment dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il faudra, à mon avis, adopter les Nations Unies encore plus au XXIe siècle, ce qui veut dire que, par exemple, les nouvelles puissances économiques devraient être représentées d'une autre manière que maintenant, et bien sûr aussi l'Afrique. Parce que l'ONU date d'une époque où il y avait peut-être une cinquantaine de nations, des États, et donc c'était vraiment avant la décolonisation. Donc c'est bien évident que l'Afrique aussi mérite une place appropriée de son taille dans ces Nations Unies. Par exemple,
dans le Conseil de sécurité, mais sans perdre l'efficacité. Et c'est le grand défi peut-être dans ce domaine. Je crois peut-être qu'il faudrait aussi identifier quelques domaines où les grands problèmes de ce monde, on pourrait les identifier dans la sécurité, dont on a parlé déjà un peu, le développement, donc l'atteinte des OMD, des objectifs millénaires du développement, en 2015, extrêmement important. Et le secrétaire général Ban Ki-moon vient de publier un bon rapport là-dessus, sur tous les défis qu'il faut encore répondre pour atteindre ces OMD en 2015. Il inclut bien sûr aussi ici au Bénin, où par exemple mon pays contribue à travers le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et aussi bilatéralement au Bénin. Donc la sécurité, le développement, et on pourrait dire aussi qu'il y a les nouveaux grands défis mondiaux, comme le changement climatique, le problème des océans, des forêts, de l'eau, la désertification. Et il y a tant de problèmes qu'on ne peut pas résoudre, qu'au niveau mondial. Et donc pour ça, il faut vraiment une Nations Unies encore plus renforcée et encore plus utile que les Nations Unies qu'on a maintenant. Merci, c'est en effet une date très importante et c'est aussi une très vaste question que vous posez là. En tant que Union européenne, je peux dire que nous sommes d'ardents défenseurs du mécanisme et des institutions des Nations Unies. Et nous pensons que le multilatéralisme est essentiel à la paix et à l'harmonie dans le monde. Et donc, ce que nous pouvons dire sur les Nations Unies aujourd'hui, c'est que depuis la date que vous avez mentionnée, il n'y a plus eu de conflits mondiaux. Mais bien sûr, nous pouvons tous le constater, il y a encore beaucoup trop de conflits dans le monde. Et assurer la paix et la sécurité dans le monde, donc, est un très vaste programme à nouveau. Nous avons vu aussi que les Nations Unies ont développé donc aussi à la fois leurs institutions, leurs actions et leurs ambitions. Et nous nous en félicitons. Et donc nous avons pas seulement les aspects paix et sécurité qui sont sur le devant de la scène, mais aussi les aspects de développement, bien sûr. Et donc, lorsque nous parlons aussi des droits de l'homme, nous pensons bien sûr aux droits politiques, mais aussi aux droits économiques et sociaux. Et aujourd'hui, en plus, bien sûr, comme vous le savez, ce qui préoccupe les esprits de nos dirigeants, c'est également comment réguler en quelque sorte la gouvernance économique mondiale. Et donc je pense que sur tous ces aspects, les Nations Unies ont beaucoup de choses à la fois à dire et à faire, et le font. Et pour ce qui concerne l'Union européenne, nous sommes en fait le premier contributeur aussi au budget des Nations Unies, et nous avons un partenariat complètement établi. Alors, il est de plus en plus question de réformer l'ONU, puisque l'ONU né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc au lendemain des deux guerres. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on estime que ce n'est plus complètement adapté et qu'il faut un nouvel ordre mondial. Il est certain que les choses ont changé, que le contexte depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a considérablement évolué. La mondialisation est ici, c'est une réalité. Et à nouveau, les conflits aussi sont malheureusement toujours présents et il y a beaucoup de questions donc, qui se posent en termes de régulation mondiale, puisqu'en effet, tous les pays maintenant, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient plus ou moins ouverts, sont néanmoins concernés par de multiples questions, qu'il s'agisse du changement climatique ou de la lutte contre le terrorisme ou à nouveau de l'incidence de la mondialisation sur le développement. Et donc, il est évident que l'ONU doit se réformer aussi. Il y a plusieurs aspects que l'on peut évoquer.
par exemple, donc j'ai mentionné les agences et leurs compétences au sein de l'ONU même. Tout ceci est discuté. La manière d'opérer sur le terrain. Ici, on a vu déjà des évolutions, c'est-à-dire que maintenant il y a une coordination des agences onusiennes, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et bien sûr, toutes les questions liées à la représentativité ou la représentation des pays et des grands blocs de pays. Mais je crois que l'ONU elle-même est très consciente de cette nécessité et a déjà bien entamé son mécanisme de réforme. Alors, s'il y a quelque chose à souhaiter à partir de maintenant pour l'ONU, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, qu'elle continue donc sur le chemin qu'elle a déjà tracé, qu'elle, bien sûr, contribue à nouveau au développement et à la paix et à la sécurité dans le monde. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Adjobi. Le 26 juin 1945 naissait l'Organisation des Nations Unies à San Francisco. Aujourd'hui, 65 ans après, que pensez-vous de l'Organisation mondiale? Effectivement, ça fait 65 ans que les Nations Unies existent. Ils ont repris à l'époque notre concept de la Société des Nations qui a été créée à l'issue de la Première Guerre mondiale. Les Nations Unies sont, si je l'ose dire, un projet magnifique. C'est vraiment apprendre des leçons de l'histoire et essayer d'en faire mieux. Il faut se rappeler qu'il y a 65 ans, le 6 mai, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a créé beaucoup de dégâts. Et la création des Nations Unies, ainsi que la continuation de l'idée de la Société des Nations, était de sauvegarder la sécurité et la paix. Et le long de cette idée, les Nations Unies s'est développé comme un organisme qui relève pratiquement tous les défis du monde actuel. Par exemple, les Nations Unies ont développé une collection de lois internationales pour pratiquement tous les domaines, que ce soit les droits de l'homme, les droits fondamentaux, que ce soit les droits concernant le développement social et économique. Par exemple aussi, hier, il y avait la journée internationale de la lutte contre les drogues. Et donc, ce sujet-là aussi a été relevé par les Nations Unies. Donc, les Nations Unies sont un organisme qui est fait aujourd'hui pour adresser les problèmes mondiaux. Alors, beaucoup estiment que les Nations Unies, créées en 1945, ne sont plus aujourd'hui à même, du moins dans leur forme actuelle, de régler les problèmes mondiaux et qu'il va falloir en arriver à une réforme du système des Nations Unies. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai. Encore une fois, il faut se rappeler, les Nations Unies, quand ils ont été créées, le monde était différent. Il y avait les dites superpuissances, les alliés qui avaient gagné la guerre, il y avait la Chine, mais aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui jouent un rôle important. L'Afrique, il y a 65 ans, sauf quelques États, la plupart des États africains n'étaient pas encore indépendants. L'Asie, du même. Donc, il y a aujourd'hui d'autres acteurs. Et on peut dire que la structure des Nations Unies, avec son moteur, qui est le Conseil de sécurité, ne correspond plus au monde actuel. Et c'est pour ça que, depuis la fin de la guerre froide, donc depuis les années 90, il y a une discussion plus ou plus intensive sur une réforme du système des Nations Unies. Du reste des autres aussi. La réforme des institutions internationales aujourd'hui est très haut sur l'agenda. Que ce soit la représentation de l'Afrique
de l'Amérique latine au niveau des G20, que ce soit la réforme des institutions Bretton Woods et du Conseil de réforme des Nations Unies. Donc, il est vrai, ça ne correspond plus à la structure et il risque de perdre un peu de son autorité et il risque aussi de souffrir d'érosion. Or, actuellement, la discussion qui a été menée dans les dernières années, je ne dirais pas qu'il y a d'arrêt, mais il n'y a pas beaucoup de progrès non plus. Et c'est dans ce milieu-là, et dans cette situation, que surgissent des idées et des solutions de compromis. Nous, du côté Allemagne, nous sommes en faveur d'une discussion positive. Nous pensons que nous avons toutes les caractéristiques pour être un membre permanent du Conseil de sécurité réformé, parce que nous sommes troisième en ce qui concerne les contributions au fonds de financement. Nous sommes un grand prestateur de troupes dans toutes les opérations de maintien de paix et nous avons, dans tous les domaines des Nations Unies, un grand engagement international. Donc, nous sommes très en faveur d'une ouverture, d'un élargissement du Conseil de sécurité, un élargissement qui tient compte d'une part des contributeurs et d'autre part des nouveaux acteurs, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique latine ou l'Asie. Et nous travaillons dur pour que les pourparlers mènent à un bon fin. C'est en fait le prolongement de la SDN qui a échoué, mais en tenant compte des expériences du passé. Et comme le disait De Gaulle, l'ONU c'est un machin. Un machin, mais nécessaire pour la paix et le développement dans le monde. L'ONU, dans un passé et d'actualité aussi présente, est essentiellement vue comme le gendarme du monde. Et un gendarme n'est que celui qui tape beaucoup plus fort sur la table pour faire respecter un certain ordre. Mais actuellement, il vaut mieux se poser la question de savoir de quel ordre il s'agit, de quel nouvel ordre mondial il s'agit, en faveur de qui et en défaveur de qui, lorsque l'on prend l'ONU dans sa composition, dans l'esprit de démocratie, et que l'on sait que 5 pays ont le droit de veto sur l'ensemble de tous les pays, je crois qu'il y a injustice à réparer. Et lorsque l'on prend concrètement un exemple, l'ONU avait bien dit dans le cas d'espèce de l'Irak que Saddam Hussein n'avait pas des armes destructrices. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour aller en guerre contre l'Irak. Beaucoup de surprises au cours de cette émission. Ils tiennent un droit de veto. Je ne vais même pas dire la classe politique américaine, parce que je sais que ce n'est pas tous les Américains qui étaient d'accord avec la décision de Bush, le fils, d'aller en guerre. Mais ce qui devait arriver, arriva. Mais qui prend la défense de l'Irak, de réparation des dommages causés? C'est là que l'ONU devait aussi intervenir pour dire que mais celui qui a cassé doit payer. Mais je ne vois pas venir encore cette décision. Autant l'on parle de réparation pour les dommages causés par certains pays, je ne vois pas vraiment pourquoi est-ce que l'ONU ne réagit pas par rapport à cette justice de toute vitesse. Comme quoi, vraiment, nous vivons dans une jungle. L'ONU, je crois que l'ONU c'est une jungle. On peut l'améliorer. Il faut nécessairement que les pays reviennent sur le même droit. Soit on bannit les vétos et on passe au vote de la majorité, mais aussi, je veux dire que l'ONU a fait quelque chose de bon. Les objectifs du millénaire pour le développement. Toutefois, cet objectif peut être amélioré. Il y a 8 objectifs. Je vais prendre seulement une faille dans l'objectif numéro 2
qui est la réduction de la pauvreté extrême. D'abord, je me dissocie de ce mot de pauvreté parce que l'Afrique n'est pas pauvre. Mais il y a des misérables parce que l'Afrique est dotée de suffisamment de richesses. Bon, maintenant, je préfère parler de la réduction de la misère extrême. L'éducation primaire, que tous les enfants soient scolarisés d'ici 2015, est un objectif noble, mais ça crée d'autres problèmes tels que, si l'on prend en fait, vous voyez l'entonnoir a une base et ça se rétrécit vers le haut. Si on dit on donne la possibilité aux enfants, ce qui est une bonne chose, de scolariser tout le monde, au niveau du secondaire, au niveau de l'universitaire, il y aura beaucoup plus d'étudiants, et d'élèves et d'étudiants. Alors je pense qu'il ne faut pas seulement restreindre cet objectif-là seulement à la scolarisation à la base, parce qu'il y a une poussée vers le haut qu'on ne pourra pas contenir. Donc je pense qu'il faut parler tout court de l'éducation. Le dernier objectif qui est le partenariat, et améliorer le partenariat international. Les pays développés devaient donner 0,7% de leur PIB aux pays en développement. Jusque-là, cela n'a pas été respecté. Et je pense qu'il faut revenir sur ces aspects, que chacun respecte les contrats, les engagements qu'il prend. Beaucoup de surprises au cours de cette émission et également des opinions sur l'an 1 de questions internationales. C'est un grand plaisir pour moi d'assister à cet entretien. Donc je crois vraiment que de telles publications, de telles émissions sont extrêmement utiles pour donner plus de l'information sur le problème et j'espère aussi les solutions au niveau mondial, au niveau de l'étranger, et je crois que c'est toujours très utile que telles émissions soient émises. Vous avez peut-être quelque chose de plus à dire? Quelque chose de plus à dire. Peut-être en parlant des Nations Unies et de ces grands problèmes mondiaux avec lesquels on est confronté, qu'il faudra plus de coopération et peut-être un peu moins de souveraineté. Donc moins d'emphasis, moins souligner la souveraineté et plus de coopération, pour laquelle, par exemple, nous, dans l'Union européenne, on fait des expériences très utiles. Je crois que peut-être, à un moment donné dans l'avenir, on pourrait utiliser ces expériences à un niveau mondial. J'ai donc eu l'honneur de participer à cette émission et bien sûr pour moi c'est très important. Je pense que cette émission apporte beaucoup au peuple béninois en matière d'information donc et d'ouverture et qu'elle contribue, si vous voulez, à donner une meilleure connaissance de ce qui se passe dans le monde. Et ça me paraît important, surtout à un moment où donc les questions sont vraiment de nature complexe et où il y a des tentatives, je dirais, de repli aussi national. Il me paraît très important que via votre émission, donc les Béninois soient informés des développements dans le monde et également des actions qui sont prises aussi bien donc par l'ONU que l'Union européenne, et donc d'avoir une meilleure connaissance de la place aussi du Bénin dans le monde. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous féliciter, M. Adjovi, pour féliciter aussi le Canal 3 pour cette émission. Il est important que ce qui se discute au niveau international comme problème soit communiqué à la population. Que c'est un moyen pour la société béninoise de maintenir l'esprit ouvert, de voir un peu ce qui se passe au niveau international. Et cette fonction-là, l'émission remplit très bien. Et dans cette optique aussi, cette émission est une émission, disons, socialement nécessaire, très informative, éducative et politiquement utile. Une société, comme tous les pays aujourd'hui, sont
interdépendants, font partie d'un réseau de dépendance. Donc il est très important qu'on sache ce qui se passe chez les voisins et les voisins des voisins. Et là, je ne peux que vous souhaiter bonne chance pour beaucoup d'années d'émission. Si question internationale n'existait pas, il fallait l'inventer. Je pense que nous avons besoin de comprendre comment le monde autour de nous fonctionne. Parce qu'il y a des problèmes que le Bénin peut résoudre tout seul, mais il y a des problèmes que le Bénin ne peut résoudre que collectivement. Et il faut voir, nous sommes dans un monde tel que il faut comprendre tous les défis auxquels le monde est confronté. Et je crois que vous faites œuvre utile. Je remercie Canal 3 de m'avoir fait l'honneur d'être son invité sur la question de l'Afrique à l'ère de la mondialisation. Et je pense que ceux qui nous écoutent actuellement peuvent demander copie à Canal pour voir l'entièreté de ce que j'avais développé, les idées que j'ai développées. Questions internationales spéciales. Évidemment, comme toujours spécial, on a parlé du 65e anniversaire de la création de l'ONU, un certain 26 juin 1945 à San Francisco aux États-Unis. Nous avons parlé également de l'an 1 de Questions internationales, votre émission de politique internationale sur Canal 3 Bénin. Merci d'avoir été là. Ne l'oubliez surtout pas, le meilleur reste à venir. On prend rendez-vous pour 2 semaines.